JoJo's Bizarre Adventure est un manga à part pour bien des raisons, mais je pense que ce qui le différencie le plus des autres mangas, ça reste quand même son système de parties qui, bien que très atypique, a su faire ses preuves et a mené l'œuvre de Araki là où elle est aujourd'hui. Mais ce système de parties implique également de devoir écrire une fin distincte pour chacune d'entre elles. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelles étaient les pires et meilleures fins de JoJo's Bizarre Adventure? Si oui, ça tombe bien car c'était exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer sur quels critères on va se baser pour déterminer à quel point une fin est bien ou non. Nous allons nous baser sur 4 critères qui sont la cohérence, la symbolique, l'impact dans l'univers et la qualité du combat final. Avant tout, merci à Stairway to VF pour les scans JoJo en français utilisés dans cette vidéo. C'est un très bon moyen pour lire le manga, même si encore une fois, je rappelle qu'il vaut mieux l'acheter directement. Commençons tout de suite avec la fin iconique de Phantom Blood. Celle-ci commence au moment où Jonathan rencontre les anciens confrères de son désormais décédé maître et ami Antonio Zeppeli. Et déjà, cette scène a son importance, car elle permet d'élargir la perspective du lecteur sur l'univers qu'il est en train de découvrir, en nous présentant des personnages inconnus mais déjà expérimentés et avec sans doute leur propre histoire. Et ceci permet également à notre personnage principal de souffler un peu, car avoir 3 alliés avec une puissance se rapprochant de celle de son ancien maître à ses côtés n'est clairement pas négligeable. Donc, après s'être rencontrés, notre équipe de maîtres de l'onde se dirige vers la demeure de Dio pour le combattre. Et dès son entrée en scène dans le manoir de Dio, Jonathan sauve une innocente et élimine un puissant zombie de Dio, ce qui nous permet de nous rendre compte que notre protagoniste est réellement devenu très puissant grâce à son défunt maître et qu'il n'a pas à rougir devant la puissance de ses nouveaux alliés. D'ailleurs, celui-ci semble s'énerver et exprime sa volonté de tuer Dio. Ce qui accentue encore une fois le lien fort qu'il y avait entre Jonathan et son maître. Cela dit, il n'est pas le seul à vouloir venger Antonio Zeppeli, car d'ailleurs, son ancien compagnon de combat décide de le faire lui-même en attaquant Dio de front. Cela dit, sans préparation ni connaissance des pouvoirs de son adversaire, il se fait congeler et tuer quasi instantanément. Cela nous montre également que Araki semble considérer que l'expérience pure prime sur la préparation, car Jonathan, qui ne s'entraîne que depuis peu, réussira à venir à bout de Dio grâce à sa connaissance des pouvoirs et de la psychologie de celui-ci, là où d'ailleurs lui mourra très vite alors qu'il est un maître de l'onde depuis des années. Donc Jonathan réussira à éliminer Dio après un combat très intense et riche en rebondissements durant lequel Dio perdra encore une fois à cause de son arrogance et de son ego. Et là on a une fin heureuse et satisfaisante bien qu'assez classique, mais il se trouve que Araki n'est pas du tout un auteur classique et va décider de sortir des clous, ce qui à cette époque était quasi impossible, et de nous proposer une fin certes moins satisfaisante sur le coup mais objectivement bien meilleur sur tous les points. Car en effet, après avoir tué Dio, Jonathan s'est marié à Erina et part en lune de miel sur un bateau avec elle. Cela dit, Dio n'est pas vraiment mort, survivant sous forme de tête et a réussi à monter à bord du bateau de Jonathan. Sauf que cette fois-ci, il a appris de ses erreurs et n'a pas sous-estimé son ennemi. Ainsi, Jonathan décide de se sacrifier pour permettre à sa femme et à son futur fils de vivre. Et les deux frères Joestar finissent leur jour dans les flammes de ce bateau, témoignant en dernière volonté leur respect l'un pour l'autre. Franchement, cette fin est vraiment incroyable, et bien qu'elle laisse une sorte d'amertume au lecteur, elle suit la volonté de son auteur jusqu'au bout, et c'est ça qui donne les meilleures histoires. Donc, par rapport à la cohérence, franchement, je ne vois pas vraiment comment faire mieux. Les échelles de puissance et d'intellect sont très bien respectées, et l'auteur a su exploiter les techniques et compétences qu'il avait implémentées à ses personnages pour construire une conclusion logique et fluide. Ensuite, pour la symbolique, encore une fois, je ne vois pas vraiment comment faire mieux. Je ne sais pas si vous avez compris, mais oui, j'aime bien cette fin. En effet, on a à la fois la symbolique de la vertu, qui finit par l'emporter sur la fourberie et la malveillance, et celle de la fraternité, qui entraîne un respect mutuel malgré les différends parcourus au cours de la vie. Et pour l'impact dans l'univers, franchement, c'est sans doute l'une des fins qui en aura eu le plus. Car en plus de lancer la lignée des Joestar et de littéralement déboucher sur toutes les parties du premier univers, cette partie permet aussi de lancer le manga, en se démarquant de ses concurrents de son époque par son originalité, forgeant une base solide de fans qui porteront le manga jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, le combat final sera sans doute le petit bémol de cette fin, car bien qu'il soit assez bon, il ne fait que le minimum, là où ceux des prochaines fins sont clairement incroyables. Donc bon, voilà pour cette première fin, et franchement, elle est vraiment excellente. Ensuite, parlons de la fin de Battle Tendency. Celle-ci commence au moment où Cars vient d'éveiller sa forme de vie ultime grâce aux nombreuses précautions prises par
Stroheim et ses hommes pour absolument tout foirer. Enfin bref, à ce moment-là, le lecteur est encore un peu secoué, déjà par le combat éprouvant mené par Joseph, mais aussi par le fait qu'il vienne d'apprendre que Lisa était en fait sa mère. Et surtout, car il se rend compte que les nazis viennent de complètement réduire à néant les efforts de Lisa et Joseph, ainsi que la mort de César. Ainsi, après toutes ces scènes fortes en émotion et en rebondissement, on a le droit à la découverte de l'être de vie ultime, qui est présenté seulement en quelques planches, qui suffisent clairement au lecteur pour se rendre compte de sa puissance qui semble si grande qu'elle paraît inquantifiable. À ce moment-là, il est clair que dans la tête du lecteur, le combat est fini. C'est la fin du manga, nos protagonistes vont périr et Cars pourra prospérer. Et en vrai, à l'époque où c'est sorti, ça aurait clairement pu être possible, surtout avec la fin de la partie précédente. Mais au moment même où le lecteur s'est découragé, Joseph, lui, est plus décidé que jamais à défier cet être de vie qui semble pourtant inatteignable. Ainsi, celui-ci réussit à s'échapper en prenant un avion et engage une course-poursuite avec Cars qui peut désormais rivaliser avec la vitesse d'un avion. Après de nombreux efforts, et grâce à l'aide de Stroheim qui semble enfin s'être décidé à être utile, Joseph réussit à envoyer Cars dans le cratère actif d'un volcan par le biais de son avion. À ce moment-là, l'espoir renaît enfin chez le lecteur ainsi que chez nos deux personnages. Mais ceux-ci n'ont même pas le temps de célébrer leur victoire que la réalité vient les rattraper et leur rappeler que Cars est l'être de vie ultime et qu'il est par conséquent totalement invincible et immortel. Et pour le coup, on dit souvent que la réalité peut faire mal, mais là, elle a vraiment dû faire bien mal. Après cette cuisante défaite de notre protagoniste qui se retrouve, je le rappelle, sans main et à la merci de notre adversaire, l'auteur nous offre un petit interlude pour donner un peu plus de background aux antagonistes et étoffer un peu plus le lore de son univers. Mais juste après avoir étoffé le personnage de Cars, laissant penser que celui-ci allait gagner le combat, Araki décide de rajouter encore un revirement de situation habilement amené par la pierre d'Adja. Et en effet, par cette manière d'éliminer Cars, Araki rajoute une forme d'ironie. La pierre que Cars a toujours convoitée a fini par le tuer, mais surtout, un peu à l'instar de Dio, Cars meurt par son arrogance, en tentant d'utiliser l'art de son ennemi pour le tuer, mais en payant le prix fort. Pour parler de cohérence, cela peut faire un peu débat, car ayant créé un antagoniste proprement invincible, Araki a dû trouver des raisons de le faire perdre, illustrées par des pirouettes scénaristiques et surtout pas mal de chance qui, si on pousse le lore assez loin, peut être expliquée par une potentielle intervention du destin. Donc, comme vous pouvez le voir, dans cette deuxième fin, la cohérence est un peu plus confuse que dans la première. Ensuite, pour le coup, bien qu'elle soit tout de même moins puissante que dans la précédente, je trouve quand même que la symbolique de cette fin est très intéressante. En effet, on retrouve ici une sorte de David contre Goliath avec le petit humain désarmé qui réussit à vaincre l'être supérieur grâce à sa ruse et à son intellect. Ensuite, pour le coup, cette fin n'a quasiment pas d'impact dans l'univers de JoJo, en grande partie car son antagoniste ne sera plus mentionné et parce que l'onde apprise dans celle-ci n'est plus au centre du manga dans les parties suivantes. Et par rapport à la qualité du combat final, là c'est un peu compliqué, car même s'il y a eu d'excellents combats dans l'arc final, eh bien le combat de la fin en lui-même n'est même pas vraiment un combat, ce qui est original et dépaysant certes, mais c'est vrai qu'on attend quand même d'un combat final d'être un minimum galvanisant, ce qu'on ne retrouve absolument pas ici. Donc pour conclure sur cette deuxième fin, elle est vraiment différente des autres sur beaucoup d'aspects, et est malheureusement pas mal mis à part à cause du fait qu'elle s'éloigne du cycle de Dio, qui est pourtant la composante majeure du premier univers. Après ça, intéressons-nous à la fin la plus connue du manga, celle de Stardust Crusaders, et je considère qu'elle commence au moment où le combat entre Joseph, Kakyoin et Dio prend place. À ce moment-là, l'enjeu principal pour nos antagonistes est encore de découvrir le mystérieux pouvoir du stand si puissant de Dio. Dans cette perspective, Joseph et Kakyoin ont tendu un piège à Dio grâce au tentacule de Hierophant Green. Celui-ci semble marcher sans accroc quand tout à coup, le pouvoir de Dio nous est présenté par ce cri désormais légendaire. Et la mise en scène est si bonne que le spectateur comprend rapidement par ces quelques cases le pouvoir de Dio, notamment grâce à l'horloge présente dans chacune d'entre elles. Grâce à son pouvoir proprement divin, Dio tue Kakyoin en un seul coup, montrant à quel point il est supérieur à nos protagonistes qui ont beau avoir de très bons stands, être très intelligents et créer les meilleures stratégies possibles, cela ne leur permettra jamais d'avoir le dessus sur un tel pouvoir. Ainsi, dans son dernier souffle, Kakyoin transmet sa découverte du pouvoir de Dio à Joseph, qui réussit
réussira à résister au tout-puissant The World pendant un temps honorable, jusqu'à lui aussi transmettre comme dernière volonté le secret de The World à son héritier, Jotaro. Ainsi, dans un élan de haine, celui-ci décidera de s'approcher de son propre chef de Dio, ce qui donnera lieu à plusieurs échanges de coups très intenses, durant lesquels le lecteur se rendra compte de la puissance surréaliste de The World. En effet, en plus de son pouvoir temporel, il possède des caractéristiques physiques comparables à celles de Star Platinum, qui nous avait pourtant été présenté comme invincible sur ce point durant toute la partie. Après cela, Dio activera une nouvelle fois son Stop Time, semblant planter ici le dernier clou dans le cercueil de Jotaro, en rappelant une dernière fois sa supériorité au lecteur. Cela dit, c'est dans cette idée d'une défaite imminente que l'espoir renaît en l'objet de la main de Jotaro, qui semble pouvoir se mouvoir dans cet espace de temps arrêté. Après cette courte confusion et quelques échanges de coups, Dio va vérifier de nouveau et va trouver dans la manche de Jotaro un aimant. Ne se doutant plus que Jotaro puisse bouger, Dio baisse sa garde dans un élan d'ego et de moquerie, ce qui lui coûtera un estomac et une grande partie de ses intestins. Cela dit, étant un vampire, un tel coup ne lui sera malheureusement pas fatal. Après s'être remis, Dio réussira à mettre Jotaro en très mauvaise posture, mais encore une fois, celui-ci est très loin d'être bête et réussira à s'en sortir en mettant au passage Dio dans une très mauvaise posture, obligé de ramper pour tenter de fuir. Cela dit, à ce moment-là, Jotaro a lui aussi une forme de fierté, le poussant à grandement sous-estimer le génie tactique de son adversaire, qui réussira, en feignant une fuite désespérée, à se rendre pile à l'endroit qu'il souhaitait. En effet, Jotaro lui-même enverra Dio pile sur le cadavre de son grand-père, octroyant à celui-ci le seul ingrédient manquant à sa forme parfaite. D'ailleurs, on peut noter le fait que jusque-là, Araki nous fasse suivre de manière alternée les points de vue de Jotaro et de Dio, ce qui permet d'ajouter de l'immersion et d'accentuer les ressorts scénaristiques. Après cela, on peut profiter de 3 chapitres de pur combat à coups d'arrêt temporel et de pelleteuses. Mais après un habile arrêt temporel bien placé, Jotaro réussira à vaincre son ennemi, mettant fin à la malédiction qu'était Dio, sauvant le monde et la vie de sa mère. Donc franchement, niveau cohérence, tout me paraît ok pour cette fin. Les pouvoirs sont bien utilisés et les tactiques sont toutes très logiques. Le seul petit hic serait que Star Platinum et The World aient inopinément le même pouvoir. Mais en vrai, cela peut s'expliquer par le fait que, étant donné que ce soit Dio qui ait éveillé les stands des Joestar avec le corps de Jonathan, il serait logique que, comme Joseph a hérité du stand de Jonathan, Jotaro, lui, ait pu en obtenir un plus proche de The World. Après, la symbolique derrière cette fin est vraiment très forte. C'est la fin de la persécution des Joestar par Dio et le début de la liberté pour cette famille qui aura mis 5 générations à se débarrasser de son ennemi. Ensuite, l'impact dans l'univers de cette fin est très clair, car elle permet à Jotaro de subsister, qui planera sur tout le reste du premier univers en prenant une place plus ou moins importante dans chacune des autres parties et en devenant l'icône de la licence. Et enfin, le combat final de cette partie est tout simplement incroyable, rempli de puissance, de coups, de pouvoirs surcheatés et de rebondissements, qui en font clairement un combat quasi parfait. Donc cette fin est extrêmement solide, mettant je pense tout le monde d'accord et donnant clairement plus envie que jamais de lire la suite. Passons maintenant à la fin de Diamond is Unbreakable. Je pense qu'on peut dire que celle-ci commence au moment où Kira obtient son Bite the Dust et ressuscite Hayato. D'ailleurs, cela est expliqué un peu plus tard dans la partie, mais quand Bite the Dust s'est activé, il s'est mis en place dans Hayato pour protéger Kira en enlevant tout simplement la mort de celui-ci de son destin, le replaçant là où il aurait dû être s'il n'avait pas été tué. Le lendemain, Hayato semble vivre une matinée normale, jusqu'à ce que Kira lui dévoile sa véritable identité en laissant penser qu'il est devenu invulnérable, ce qui a pour effet d'intriguer à la fois Hayato et le lecteur, qui se demandent tous deux quel genre de capacité peut bien le rendre aussi confiant. Et cette curiosité sera renforcée quand Hayato rencontrera Rohan et que son Heaven's Door nous dévoilera que Hayato connaît le futur. Cela dit, la découverte de l'identité secrète de Kira aura pour effet de déclencher Bite the Dust, nous révélant au passage pas mal de détails autour de cette capacité, qui a donc pour effet de tuer toute personne qui découvrirait l'identité de Kira au travers de Hayato, remontant au passage d'une heure dans le temps. D'ailleurs, il peut être intéressant de s'attarder sur le fait que Hayato connaisse son futur à ce moment-là, qui, même en connaissant totalement le pouvoir de Bite the Dust, est compliqué à expliquer, car en effet, à ce moment-là, il n'est pas encore censé avoir remonté le temps. Preuve en est sa méconnaissance totale de Bite the Dust. Et on peut voir plusieurs explications à cela. Déjà, une première serait qu'il ne s'agirait que d'un choix scénaristique présent pour ajouter un maximum de mystère autour de Bite the Dust juste avant de révéler
sa véritable nature. Et la deuxième explication serait une théorie qui stipule qu'en fait Hayato aurait déjà fait un retour dans le temps avant le premier qui nous est montré. Celle-ci pourrait être appuyée par le fait que plus tard dans la partie, Kira dira que Hayato avait dû faire au moins 3 ou 4 retours dans le temps, alors qu'à ce moment-là, on n'en avait vu que 2. Après être revenu 1 heure en arrière, Hayato réussit à garder son sang-froid et décide d'éviter de croiser Rohan pour qu'il ne meure pas à cause de sa curiosité. Cela dit, Hayato semble avoir sous-estimé le pouvoir de Kira, qui prendra un malin plaisir à exposer à celui-ci son impuissance face à son Bite the Dust. Et malgré toutes ses tentatives pour sauver le reste du Moriogang, Hayato finira par leur transmettre Bite the Dust et les tuer. D'ailleurs, cette scène est un excellent exemple de comment parfaitement introduire un pouvoir, car ici, la capacité de Bite the Dust à protéger son hôte est amenée de manière extrêmement naturelle et colle parfaitement avec le cours des événements. Après être de nouveau revenu dans le temps, Hayato fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, surtout pour un enfant de primaire qui vient d'assister à la mort de 5 personnes, et décide de directement tuer Kira lui-même. Oui, il est très chaud pour un enfant de CM1. Dans ce but, il va emmener Stray Cat et attendre Kira au coin de la rue où il l'avait déjà rencontré dans les précédentes boucles temporelles. Cela dit, même s'il est un peu chelou, Kira reste quand même vraiment très intelligent et comprend qu'il y a quelque chose de bizarre avec Hayato. Et il faut préciser que quand il place son Bite the Dust dans quelqu'un, c'est un peu comme si Kira prêtait son stand à cette personne. Il devient donc très vulnérable, mais surtout, il n'a aucune idée de quand et de comment sont activées les capacités de son Bite the Dust. Ainsi, il ne peut compter que sur sa perspicacité pour comprendre ce que manigance Hayato, ce qui décrédibilise un peu la théorie de tout à l'heure. Donc, en sachant cela, le plan de Hayato paraît tout de suite beaucoup plus réaliste. Et d'ailleurs, Hayato finit par réussir son coup et toucher Kira directement dans le cœur avec une balle d'air. Sauf que, encore une fois, le destin est du côté de l'antagoniste, car ce coup qui aurait dû être fatal n'a en fait produit qu'une petite blessure à Kira dont la montre s'était retrouvée pile là où la balle d'air l'a atteint. Ainsi, dans un élan de joie face à sa toute-puissance, Kira se prend à crier son nom au milieu de la rue, ce qui va entraîner sa chute. En effet, malgré son jeune âge, Hayato a su prendre assez de recul pour penser à un plan B au cas où un cas similaire à celui qui s'est produit arriverait. Et dans cette optique, il a appelé Josuke, faisant en sorte que lui et Okuyasu soient assez proches de lui pour pouvoir l'aider. Et je pense qu'on peut dire que ce plan B est un franc succès, car Josuke et Okuyasu connaissent désormais l'identité de Kira sans avoir été touchés par Bite the Dust, forçant Kira à le retirer de Hayato pour pouvoir se défendre face à Crazy Diamond et The End. On a ensuite le droit à un duel ultra stylé et super bien chorégraphié entre Killer Queen et Crazy Diamond, qui se conclura évidemment par une victoire de Josuke. Malheureusement, Kira avait déjà prévu une issue de secours. Connaissant les limites de son stand au corps à corps, il a placé Stray Cat dans l'abdomen de son stand, pouvant ainsi créer des bombes d'air invisibles. Malheureusement, il réussira à one-shot Okuyasu par effet de surprise, reprenant l'avantage sur Josuke et Hayato. Avec cette mort de Okuyasu, on voit à quel point il était proche de Josuke, qui n'hésite pas une seconde à se jeter vers lui pour le soigner, malgré la grande dangerosité de son adversaire, et qui continuera à tenter de le soigner et de le protéger durant toute cette scène. Malgré le choc de voir son ami gravement blessé, Josuke ne perd pas son sang-froid et nous montre à quel point il peut se montrer bon en tactique de combat, en utilisant parfaitement ses capacités et en déjouant les attaques de Kira. Après que nos protagonistes soient arrivés devant le corps de Okuyasu, Kira va tenter de les déstabiliser en leur soumettant un dilemme impossible, qui semble complètement bloquer Josuke. Mais c'était sans compter sur Hayato, qui est officiellement l'enfant de 9 ans le plus chaud de l'histoire, qui va se laisser exploser pour permettre à Josuke d'à la fois soigner Okuyasu et survivre. Malheureusement, il est déjà trop tard pour notre Jobro, et nos deux personnages vont se réfugier dans une maison pour tenter d'avoir un avantage sur Kira. Cela dit, notre antagoniste dispose d'une mystérieuse manière de localiser Hayato et Josuke, qui, quasiment incapables de se déplacer à cause de leurs blessures, se retrouvent acculés. Mais encore une fois, c'est dans les moments les plus critiques que Josuke révèle son génie tactique. Et là, il tire parti du plein potentiel de son Crazy Diamond en l'utilisant pour créer un véritable projectile à tête chercheuse qui lui permet de gagner du temps pour tenter de découvrir comment Kira peut les localiser. Et là, on arrive à ma scène préférée de cette fin. En effet, grâce à ses précédentes rencontres avec celui-ci, Josuke démâche que le père de Kira qui était caché dans la poche de Hayato et nous offre un magnifique karma qui vient s'abattre directement sur la famille Kira en butant le père de Yoshikage avec les explosions de Killer Queen. Suite à cela, Kira n'ayant plus connaissance
connaissance de la position de ses adversaires, se fait avoir par un nouveau projectile de Crazy Diamond et se retrouve forcé de combattre encore une fois Josuke en 1v1 direct. Et là, c'est une défaite sans précédent qui vient mettre Kira vraiment très mal. Et au moment où il tente de ressortir la carte de Stray Cat, Okuyasu arrive ayant ressuscité miraculeusement et attrape Stray Cat avec son stand. Et pile à ce moment-là, on a un dézoom sur la scène nous montrant vraiment à quel point Kira est dans la merde. Après une scène dans laquelle Kira nous raconte sans prévenir pourquoi est-ce qu'il kink sur les mains, la tension remonte, car on a ici deux capacités temporelles qui vont s'affronter, arrêter le temps et le remonter. Et explosion. Kira s'en sort, il a remonté le temps et va pouvoir vivre sa vie de serial killer tranquillement. Sauf que, au moment où tout le monde, même Kira, pense qu'il a gagné, la réalité vient le rattraper une dernière fois en la personne de Reimi Sugimoto. Comme quoi, le destin qui avait pourtant toujours été de son côté a fini par l'abandonner et même lui faire payer en partie ses actes en lui donnant un ultime faux espoir avant d'emporter son âme. D'ailleurs, la scène de flashback dans laquelle Kira se fait littéralement défoncer par Jotaro est honnêtement super stylée et vraiment satisfaisante. En termes de cohérence, cette fin est dans l'ensemble franchement ok, surtout au niveau des combats qui sont sans faute sur ce point là. Mais bon, il y a quand même quelques zones un peu floues, mais je ne pense pas qu'elles soient réellement incohérentes, mais juste un peu compliquées à comprendre. Donc si vous avez des explications claires sur Hayato qui voit le futur ou Okuyasu qui ressuscite, je suis preneur. Maintenant, au niveau de la symbolique, il n'y en a pas tant que ça, à part peut-être que si tu es méchant, le karma finira par te rattraper. Maintenant, pour l'impact dans l'univers, mine de rien, c'est franchement pas mal. On a déjà l'introduction de pas mal de types de stands, comme les stands colonies ou les stands évolutifs, aussi Koichi qui aura une petite place dans Vento Oreo, et surtout la ville de Morio qui débouchera quand même sur Jojo Lion. Enfin, pour le combat final, bien qu'il soit moins spectaculaire que le précédent, je trouve que c'est justement un parfait mélange entre le côté tactique et stratégie poussée de celui de Battle Tendency et le côté spectaculaire de baston de stand de Stardust Crusaders. Donc c'est un excellent combat final qui est sans doute l'un des meilleurs de toute la licence. Pour conclure, cette fin est bien qu'assez moyenne sur certains points, quand même solide en général, ce qui en fait une très bonne fin. Intéressons-nous maintenant à la fin de Vento Oreo. Celle-ci commence au moment où nos personnages arrivent au Colisée, et que Bucciarati, qui a perdu ses sens suite à sa confrontation avec Diavolo, le confond avec Trish à cause de la ressemblance entre leurs âmes, et l'amène directement à Polnareff, qui souhaitait pourtant révéler au Bucci Gang la manière de vaincre son stand. Ainsi, la véritable apparence de Diavolo, qu'on avait pu voir qu'à travers King Crimson jusqu'ici, nous est enfin révélé. Et il faut avouer que le changement de chara design entre Diavolo et Doppio est excellent, reflétant parfaitement la personnalité bien différente des deux faces du boss de la mafia. Ainsi, malgré son handicap, Polnareff réussit à tenir tête honorablement face au pouvoir terrifiant de King Crimson, et surtout à en révéler par la suite les spécificités au Bucci Gang. On peut rajouter que le flashback autour de Polnareff et de sa traque de Diavolo est très intéressant, expliquant au passage le fait qu'il n'intervienne absolument pas dans la partie 4. D'ailleurs, en parlant de ça, pas mal de gens considèrent comme incohérent le fait que Polnareff ne soit pas parti d'Italie pour réparer ses jambes grâce au pouvoir de Crazy Diamond. Et non, cette fois-ci, mon explication n'est pas tout simplement son ego. En fait, c'est dit dans le manga, mais une fois que tu es dans le viseur de la passionnée, il t'est tout simplement impossible de vivre sans te faire repérer et tuer par des manieurs très rapidement. Et vu la puissance des manieurs de la passionnée, Polnareff n'aurait pas fait long feu s'il avait tenté de quitter le territoire italien. Cela dit, la trop grande différence de puissance entre Silver Chariot et King Crimson amènera fatalement Polnareff à perdre son combat, réussissant tout de même à éveiller son requiem au dernier moment. Celui-ci entraînera un changement de corps de toutes les personnes se trouvant dans son champ d'action. Ainsi, Mista se retrouve dans le corps de Trish, Giorno dans celui de Narancia, et ainsi de suite. Et grâce à ça, Diavolo se retrouve apparemment incapable d'agir, ou en tout cas de se manifester. En plus de quoi, Polnareff a pu sauver son âme en la plaçant dans le corps de la tortue du Bucci Gang, profitant de ce désarroi pour leur exposer les spécificités qui entourent Diavolo, dont sa double identité qui serait sans doute la raison de pourquoi l'âme du boss est introuvable. Ainsi, nos personnages vont poursuivre Requiem pour tenter de lui prendre la flèche. Cela dit, bien qu'il soit incapable de le localiser, Diavolo rôde toujours, d'abord en tuant Narancia, puis en faisant quelques apparitions directes au travers de son stand pour appuyer l'attention, et enfin en détruisant le revolver de Mista, ce qui amènera Giorno
à griller sa couverture et à le débusquer. Mais bon, dit comme ça, on dirait que c'est Diavolo qui s'est fait avoir, alors que en vrai... Donc bon, malgré ce léger contretemps, Bucciarati et Mista se mettent à suivre Diavolo pour l'empêcher de s'emparer de la flèche. Mais c'est déjà trop tard, celui-ci a trouvé la manière de se débarrasser de Requiem et a déjà la flèche en main. Après pas mal de rebondissements et de trous, le Buccigang semble être fini, et Diavolo triomphant avec la flèche en main. D'ailleurs, ce passage permet de nous rappeler à quel point Diavolo est intelligent, mais surtout à quel point son stand est surpuissant, représentant littéralement le stand ultime, ayant à la fois une vision et une emprise sur le temps, ainsi qu'une force et une vitesse colossales lui permettant de réduire à néant n'importe quel adversaire. Il le dit d'ailleurs lui-même en traitant les stands pourtant très puissants du Buccigang de minables comparés aux siens. Cela dit, comme dans Harry Potter, c'est la flèche qui choisit son manieur et non le manieur qui choisit la flèche. Donc, Diavolo, pourtant certain d'être chéri par le destin depuis toujours, se retrouve comme un con avec la flèche à portée de main mais incapable de la saisir. Et au moment où Diavolo est au plus mal, Bucciarati en profite pour achever Silver Chariot Requiem, entraînant un retour des âmes dans leurs corps respectifs, ce qui éloignera Diavolo de la flèche et sauvera Trish au passage. Et cette action, bien que semblant parfaite, va également entraîner la mort du chef du Buccigang, Bucciarati. Et dans cette fin, on peut voir la puissance de Bucciarati, qui depuis le début de la partie connaît son destin, qu'il a accepté, partant sans regret, heureux d'avoir enfin pu œuvrer pour le bien. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a remarqué, mais Golden Wind est rempli de plein de références à la Bible, notamment avec Bucciarati qui semble être une référence à Saint Pierre, le premier apôtre, celui qui a vu le premier le potentiel en Giorno et qui l'a accompagné tout au long de sa quête, notamment avec ses derniers mots: 故郷ネアポリスでお前と出会った時、組織を裏切った時にな、ゆっくりと死んでいくだけだった俺の心は生き返ったんだ。お前のおかげでな。 Ainsi, malgré ce sacrifice héroïque, la partie n'est clairement pas encore finie. Et en effet, bien que Giorno ait réussi à piquer son stand avec la flèche, Diavolo ne s'est pas démonté, et tente tout de même de l'empêcher d'éveiller son stand d'une manière extrêmement subtile en lui éclatant directement le crâne. Cela dit, il s'y est pris trop tard, et bien qu'il ait en apparence ouvert en deux le crâne de Gold Experience, celui-ci en a en fait profité pour réveiller sa forme finale, Gold Experience Requiem. Et là, bien que King Crimson soit vraiment surcheaté, face à GER, il n'a pas la moindre chance, et se fait juste éclater dans un barrage de coups extrêmement satisfaisant. Et d'ailleurs, en parlant de références bibliques, dans cette scène finale, on est servi, avec Giorno, le fils de Dio, qui, après une mort apparente, revient à la vie sous sa forme la plus puissante pour éradiquer le mal. Et Diavolo, qui, comme Lucifer, a reçu un pouvoir quasi divin, et a cru que cela lui donnait les mêmes droits qu'un dieu. Cela dit, après avoir tenté de vaincre ce dieu dont il pensait égaler la puissance, celui-ci est lourdement châtié pour son arrogance et sa cruauté. Et si Lucifer est envoyé en enfer pour son crime, Diavolo, lui, sera bloqué dans une boucle de mort infinie, condamné à assister à sa propre mort en boucle, sans possibilité d'agir ou de changer quoi que ce soit. Un comble pour un homme qui a dédié sa vie au contrôle et à la maîtrise de son destin. Enfin, la partie se conclut sur un petit flash forward nous montrant Giorno en parrain de la mafia accompagné de Mista et Polnareff. Franchement, cette fin est juste incroyable, et je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire ça. Au niveau de la cohérence, tout est franchement très bien, et je vois déjà venir ceux qui me diront que GER est un Deus Ex Machina, et que c'est juste que Araki n'avait rien trouvé pour battre King Crimson. Cela dit, dire ça, ce serait oublier que c'est avant tout une référence biblique, et surtout une manière de dire que si un pouvoir tel que celui de Dio est utilisé à bon escient, cela peut faire des miracles comme GER. En plus de ça, le concept de Requiem a été
été introduit avant GER. Donc c'est réellement un concept de l'univers et pas juste un truc amené là au pif pour finir vite fait bien fait la partie. Ensuite, pour la symbolique, franchement, je ne vois pas vraiment comment faire mieux. Et en vrai, j'ai déjà cité la plupart des symboliques précédemment. Mais si on devait en rajouter une, ce serait que, avec cette partie, Giorno est la preuve que si au lieu de se battre pendant des décennies, les Brando et les Joestar s'étaient alliés, ils auraient pu accomplir des miracles tels que ceux de Giorno. Par rapport à l'impact dans l'univers, il faut avouer que c'est un peu plus faible. Mais bon, on a quand même le concept de Requiem, qui à mon sens est l'un des plus appréciés par la communauté, également un développement de l'histoire des flèches et de la suite des événements de Stardust Crusaders, et surtout une première introduction des fils de Dio, qui s'avèreront importants dans Stone Ocean. Et pour finir, la qualité du combat final peut être un peu controversée, car en effet, bien que cette fin soit super forte en émotion et en rebondissement, on n'a pas vraiment eu de réel baston de stand, à cause des trop grands gaps de puissance entre les différents stands présents. Mais je considère que c'est largement compensé par le reste, surtout qu'on a quand même le droit à pas mal de coups de poing de King Crimson, et surtout à un super barrage de coups de GER. Donc cette fin est clairement incroyable, étant très certainement candidate au titre de meilleure fin. Maintenant, par rapport à la fin de Stone Ocean, j'estime qu'elle débute quand Simoon s'éveille. Donc à ce moment-là, nos personnages sont dans leur voiture en direction de Pucci quand tout à coup la gravité change de sens et les attire désormais vers le côté plutôt que vers le sol. Malgré ce léger contretemps et après avoir laissé Hermès pour morte, Jolyne, Emporio et Anasui finissent par atteindre Pucci et son nouveau stand. Là, malgré la difficulté de leur environnement, Jolyne et Anasui réussissent à tenir tête à Simoon, et même à en découvrir pas mal de spécificités, notamment sa capacité lui permettant de transformer Pucci en un nouveau centre de gravité, agissant sur plusieurs kilomètres, mais aussi d'inverser toute chose au moindre toucher, et aussi que plus on se rapproche de Pucci, plus la gravité est forte. Mais malgré son combat honorable, la différence entre Simoon et Stonefree est trop grande, et Jolyne finit par prendre un coup mortel. Et pile au moment où le désespoir gagne ses alliés, on apprend qu'en réalité, Jolyne a réussi à résister à ce coup. Et plus que ça, Jotaro et son Star Platinum vont arriver d'une minute à l'autre. Et là, j'aimerais m'arrêter pour parler du power-up de Jolyne, car dans presque toutes les parties, les Jojo obtiennent un pouvoir supplémentaire leur permettant de vaincre leur ennemi. Ici, pour Jolyne, c'est son ruban de Mobius, et je dois dire que c'est clairement un de mes préférés, car il ne se base pas sur une nouvelle capacité comme Star Platinum ou même sur un tout nouveau stand comme GER, mais sur une réelle réflexion maligne et astucieuse de Jolyne, qui a su tirer parfaitement parti de son Stonefree pour pouvoir tenir tête en 1v1 face à Pucci. Et d'ailleurs, en parlant de 1v1, je pense que celui-ci est clairement mon préféré de tout Jojo, car il est vraiment violent et ressemble à un vrai combat entre humains, mais ici avec des capacités spécifiques qui rajoutent ce petit côté stratégique propre à Jojo. Mais encore une fois, Jolyne finit dans une position très délicate, sur le point de se faire éliminer par son adversaire, quand tout à coup... En effet, on attendait son retour depuis le début de la partie, et enfin, Jotaro arrive en force, bien déterminé à laminer la gueule de Pucci, qui l'a incapacité depuis tout ce temps. Et avec Jotaro, Hermès a également réussi à revenir. Ainsi, tout le groupe de Jolyne est réuni, bien déterminé à en finir avec leur adversaire. Sauf que, au moment même où Jotaro s'apprêtait à terminer Pucci avec un harpon dans la tête, celui-ci a été capable de voir dans le temps arrêté, lui permettant d'esquiver et de se placer à l'endroit parfait pour éveiller son Made in Heaven. Et dès ce moment-là, nos personnages ne le savent pas encore, mais ils ont déjà perdu, car ce n'est pas un simple power-up que vient d'obtenir Pucci, mais le pouvoir qu'a si longtemps recherché Dio, un pouvoir permettant de dominer le monde entier, un pouvoir tout simplement divin. Ainsi, en accélérant l'univers, il déstabilise nos protagonistes, obtient une puissance incroyable et baisse de surcroît l'efficacité du stop time de Jotaro. Donc, nos personnages vont quand même tout donner dans un incroyable combat qui, en plus d'être extrêmement stylé, prend réellement aux tripes, en nous montrant les personnages qu'on a tant suivis, acculés, se débattant face à un adversaire qui ne joue juste pas dans la même catégorie. Et il faut préciser que, en plus d'avoir l'ascendant physique, Pucci a également plus de temps que nos personnages pour réfléchir à une stratégie et comprendre celle de ses ennemis, étant donné que son temps se déroule infiniment plus lentement que celui qu'on peut voir dans ce combat. Il est donc logique qu'il ait réussi à déjouer tous les plans de Anasui et Jotaro, et finalement à éliminer tous nos protagonistes dans
dans une scène inoubliable. Cela dit, au moment où tout est perdu, non mais je sais que je l'ai dit pas mal de fois dans cette vidéo, mais là c'est vraiment fini quoi, tout le monde est mort. Donc, quand tout est perdu, Jolyne, prise d'un éclair de génie, réussit à retourner le pouvoir de Pucci contre lui pour sauver Emporio, le symbole de la relève qui réussira peut-être là où nos protagonistes ont échoué. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on apprend enfin le réel pouvoir et surtout le but de Made in Heaven. En effet, le stand du paradis a tout simplement le pouvoir de réinitialiser l'univers, ayant deux effets majeurs. Le premier, celui souhaité par Dio, est de retirer toute action du destin sur le porteur de Made in Heaven. Et le deuxième est de permettre à tous les êtres vivants d'avoir en eux, inscrit dans leur âme, une parfaite connaissance de leur destin. Et je pense que c'est le moment de faire un petit point sur la notion de destin dans JoJo. Déjà, il faut savoir qu'il existe deux types de destin bien différents. D'abord, la définition qui est admise par tous, celle du destin de notre monde, c'est-à-dire très globalement, le hasard, la chance et tous ces trucs auxquels on peut croire ou pas. Mais le destin dont on parle tant dans JoJo, ce n'est absolument pas ça. En effet, celui-ci est uniquement intrinsèque à l'univers de JoJo et est dans celui-ci en tout cas bien réel. Et pour le définir simplement, dites-vous que c'est une sorte de force physique comparable à la gravité qui agit sur tous les êtres vivants et qui détermine les grandes lignes de la vie de chacun d'entre eux. C'est donc ce destin qui fait que dans JoJo, les manières de stand sont inconsciemment attirées les uns vers les autres ou que les flèches à stand ont parfois des comportements bizarres en évitant ou transperçant volontairement certaines personnes. Ainsi, dans l'univers de JoJo, le destin, la force, est inéluctable et cantonne toute personne, aussi puissante qu'elle soit, à suivre son cours. Mais il faut quand même préciser qu'il existe également dans JoJo le même destin que dans notre monde, la croyance qui veut que certaines choses sont prédestinées à arriver. Donc, après nous avoir dévoilé ses pouvoirs, Pucci tentera d'en finir une bonne fois pour toutes avec Emporio, qui réussira, par un habile jeu autour de cette force qu'est le destin, à s'insérer le stand de Weather Report dans la tête et à tuer Pucci avec. Annulant au passage tous les événements de Stone Ocean en recréant un nouveau cycle dans lequel Pucci n'a jamais existé et où nos personnages ont pu vivre une vie heureuse, loin des combats et de la prison. Avant de conclure pour cette fin, je tiens à revenir sur les circonstances de la mort de Pucci. En effet, il peut paraître étrange que Emporio ait réussi à changer le destin alors que le thème même de ce premier univers de JoJo est le destin. Sauf que ici, Emporio a tout simplement retourné parfaitement la nouvelle faculté de Pucci contre lui. Car en effet, n'étant plus soumis au destin, Pucci et ses actions sont susceptibles de changer ce même destin. Ainsi, Emporio a poussé Pucci à lui insérer lui-même le disque de Weather Report. Une fois cela fait, il a empoisonné la pièce dans laquelle il avait emprisonné Pucci et attendu que celui-ci succombe, étant sûr de s'en sortir vu que son destin n'était pas de mourir ici. Tout comme, si les protagonistes de Stone Ocean ont tous fini par se retrouver dans ce nouveau cycle, c'est parce que leur destin restait tout de même de se rencontrer et de devenir amis. Donc cette fin est globalement très cohérente, et je pense que j'ai déjà expliqué tous les points d'ombre qui auraient pu contredire cette affirmation. Par contre, au niveau de la symbolique, là il y a des choses à dire. On a déjà Pucci lui-même, qui est ici la représentation même du fanatique, qui ira tellement loin pour imposer ses convictions qui lui paraissent être les meilleures, qu'il finira par tenter de remplacer Dieu pour les instaurer lui-même, et qui sera finalement lourdement châtié pour ça. On a aussi une belle symbolique de l'héritage, déjà avec Jotaro qui n'hésite pas une seconde à se sacrifier pour laisser vivre Jolyne en espérant qu'elle réussira là où il a échoué, mais aussi Jolyne qui fera exactement la même chose pour Emporio qui lui finira par réussir et honorer la confiance que lui ont donné ses alliés. Et enfin, même si c'est une symbolique interne à l'univers de JoJo, c'est la fin d'un cycle, la fin du premier univers de JoJo et surtout du conflit centenaire entre Dio et la famille Joestar, qui peuvent enfin, après le sacrifice de nombreuses générations, vivre en paix sans combat. En termes d'impact dans l'univers,
je pense que c'est clairement l'une des parties qui en a eu le plus, en clôturant réellement le cycle de Dio et en ouvrant les portes à une infinité de possibilités qui se matérialiseront dans les parties suivantes. Et enfin, en termes de qualité de combat final, franchement, je ne vois pas vraiment comment faire mieux. On a eu le droit à 3 combats dans des styles et des ambiances très différentes, mais tous extrêmement bons. Donc cette fin est très clairement excellente, s'approchant de la perfection sur beaucoup de points. Et bien qu'elle laisse une sorte de malaise, une sorte de trou, c'est une fin qui touche vraiment et dont on se rappelle. Et c'est réellement ça qui fait une bonne fin. Maintenant, pour la fin de Steel Ball Run, j'estime qu'elle commence au moment où on découvre le pouvoir de Love Train et que J-Ro et Johnny arrivent pour combattre Valentine. À ce moment-là, Love Train nous est introduit par les effets secondaires qu'il provoque sur les autres êtres vivants que Valentine, avec notamment la blessure de J-Ro qui remonte vers son cœur ou encore Hot Pants qui meurt à cause des objets indésirables qui entrent dans son corps en s'éloignant du corps sacré. Donc ce pouvoir a pour effet de tout simplement éloigner le malheur et attirer le bonheur vers le corps sacré. Cela dit, grâce à ses pouvoirs dimensionnels, D4C peut utiliser cette attraction pour trouver une faille interdimensionnelle provoquée par le pouvoir du corps du Christ. Il peut ainsi se cacher dedans et être protégé contre tout malheur et par extension toute attaque. Ainsi, nos deux protagonistes se lancent dans un combat face au président et son nouveau pouvoir. Cela dit, ils vont très vite se rendre compte que ce pouvoir est bien trop supérieur au leur pour qu'ils aient la moindre chance de l'emporter et vont s'en sortir in extremis en exploitant habilement la seule petite faiblesse de Love Train, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent rester proches du corps sacré pour entrer dans la faille dimensionnelle. Mais là où Johnny pense, et a raison, qu'il serait plus sûr d'abandonner ce combat perdu d'avance, J-Ro amène une lueur d'espoir en l'image de la technique ultime des épélis, la rotation parfaite ou rotation infinie. En effet, cette technique avancée a été développée par les manieurs de la rotation pour obtenir une puissance suffisante pour tenir tête à des chevaliers équipés d'armure et de boucliers. Cela dit, celle-ci demande une maîtrise parfaite de l'onde ainsi que des talents de jockey très avancés. Et ça tombe bien car nos deux personnages ont tous deux ces qualifications. Ainsi, Johnny et J-Ro se préparent à revenir à la charge, mais cette fois-ci déterminés et capables d'obtenir la victoire. Ainsi, nos personnages vont de nouveau combattre Valentine. Et Johnny, qui avait entamé un 1v1 avec son ennemi, va réussir à activer la rotation parfaite. Pile au moment où il allait la lancer, il se prend une branche dans la gueule, tombe de son cheval et se fait couper le bras et étrangler au sol par Valentine. Ce qui est, il faut l'avouer, un retour de karma assez violent quand on sait que depuis le début de ce combat, il a causé la mort de pas moins de 6 personnes en tentant de tuer Valentine. Et c'est aussi ça qui est, je trouve, le plus intéressant dans cette partie et plus précisément dans cette fin. C'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de gentils ou de méchants et que les personnages en viennent même à se poser la question de s'ils font le bien ou non. C'est selon moi une des parties les plus réalistes car les personnages qui la composent sont eux-mêmes réalistes. Ils se battent tous pour leurs propres intérêts, pour leurs rêves, et ils sont prêts à tout pour les atteindre, quitte à blesser, voire tuer des gens. Donc après ce sacré coup dur pour Johnny, la chance lui sourit tout de même en la personne de Monsieur Steel, qui en voulant sauver Lucy, va entraîner Valentine loin de Johnny, lui sauvant la vie au passage. Après ce nouveau sauvetage miraculeux, J-Ro emmène Lucy le plus loin possible de Valentine, engageant un 1v1 face à celui-ci. Mais avant ça, on peut s'attarder sur le comportement de Valentine vis-à-vis de Steel. En effet, n'importe quel méchant l'aurait juste buté, parce que il est méchant et c'est ce que font les méchants en général. Mais au-delà d'être un méchant, Valentine est surtout un personnage, un humain qui a des valeurs, des principes, une réflexion et surtout un idéal. Et il se trouve que Valentine est un homme droit et fiable, qui suit toujours ses promesses, raison pour laquelle il n'a pas tué Steel malgré qu'il l'ait empêché de tuer son adversaire. Ainsi, un 1v1 s'engage entre J-Ro et Valentine, et ce combat s'avérera être très rapide mais pas moins intense. En effet, comme le dit Valentine, le premier qui fera une erreur perdra, et malgré que J-Ro ait pu éveiller son ball breaker, celui-ci n'était pas parfait, ne permettant malheureusement pas à celui-ci de one-shot Valentine, donnant lieu à une des morts les plus impactantes de toute JoJo. En effet, durant toute la Steel Ball Run, on a pu voir toute la relation entre J-Ro et Johnny,
Johnny, qui sont passés en seulement quelques semaines de simples inconnus à meilleurs amis. Donc au moment fatidique où Jairo, comme tous les Épélis, se sacrifie en délivrant à Johnny sa dernière leçon, tout comme Johnny, il est logique que le lecteur soit très touché par la mort de ce personnage si bien développé qu'il en paraîtrait presque réel. Mais malgré cette terrible épreuve, Johnny n'a pas le droit de se relâcher et doit à tout prix vaincre Valentine pour obtenir le cadavre et honorer la mort de son ami. Ainsi, Johnny s'élance pour éliminer une bonne fois pour toutes son ennemi. Mais malgré sa volonté plus grande que jamais, le love train de Valentine est bien trop fort. Et en un seul coup, il égorge le cheval de Johnny, l'empêchant une bonne fois pour toutes d'utiliser sa technique de rotation infinie. Cela dit, en regardant la boule de métal de Jairo, Johnny a comme une révélation. Il comprend le sens des derniers mots de son ami et, comme pour symboliser son héritage, utilise la boule de Jairo pour stimuler une dernière fois les réflexes musculaires de son cheval, qui peut ainsi lui délivrer une ultime fois l'énergie nécessaire pour activer son Tusk Acte 4, qui délivrera le seul barrage de coups de toute la partie dans une des planches les plus jouissives de tout le manga. Ainsi, malgré ses tentatives de survivre à Acte 4, Valentine est impuissant face à un tel pouvoir, et ne peut que succomber face à Johnny Joestar. Mais à ce moment-là, la partie n'est pas encore finie, car Valentine, dans son génie tactique, avait pensé à ramener un Diego d'une autre dimension possédant The World. Et certes, c'est un peu fanservice de ramener The World pour un 1v1 contre Tusk, mais en vrai, ce serait mentir que de dire que ce combat entre Johnny et Diego n'est pas juste trop stylé. Et en plus, la conclusion de ce combat est franchement très intéressante. En effet, comme dans la partie 1, ce n'est pas ici le plus puissant des deux qui l'emporte, mais bien le plus préparé et expérimenté, soit Diego Brando, qui connaissait autant les capacités de Tusk que Johnny et qui maîtrisait parfaitement son propre stand. Cela dit, après avoir gagné, Diego se retrouve nez à nez avec Lucy Steele et après lui avoir dit des menaces très raffinées, il se prend un instant de karma en se faisant buter par Lucy qui avait tout prévu pour l'éliminer. Ainsi, aucun de ces deux manieurs pourtant surpuissants ne ressortira réellement vainqueur de ce combat. Donc en termes de cohérence, tout est franchement ok, il n'y a pas vraiment de point d'ombre et aucun personnage n'est sous ou surexploité. Ensuite, en termes de symbolique, là il y a pas mal de trucs à dire. Déjà, dans cette fin, Araki nous montre trois visions différentes de l'égoïsme, avec Johnny qui est l'individualiste par excellence en agissant que pour lui ou les personnes qui lui tiennent à cœur, quitte à mettre en danger ou tuer des innocents. Ensuite, Jairo qui est un idéaliste, qui sait que ce qu'il fait n'a pas vraiment de sens logique, mais qui va aller au bout de ses convictions et objectifs, quoi qu'il en coûte. Et enfin, Valentine, qui est le patriote ultime, prêt à tout pour assurer la grandeur de sa nation, même à écraser et condamner au malheur le reste du monde. Cela dit, en fin de compte, Araki nous montre bien que toutes ces formes d'égoïsme amènent toujours à la perte. En effet, Valentine finit tué par Johnny, Jairo par Valentine, et Johnny meurt en ayant tenté de voler le bonheur du cadavre pour son usage personnel. On a également une vision de la famille et plus exactement de la paternité, qui ici est montrée comme raison et inspiration, avec des pères qui ont un impact significatif sur la psyché de leurs enfants. On le voit notamment avec Valentine qui est devenu aussi patriote car son père est mort pour sa nation, et Johnny qui est devenu aussi individualiste car dans sa jeunesse il n'a jamais pu compter sur le soutien d'autrui, même pas de son propre père, qui d'ailleurs finira par se repentir en s'excusant publiquement à l'arrivée de la Steel Ball Run. Et enfin, on a la symbolique de la famille Zeppeli, qui transcende les univers pour aider et se sacrifier pour les Joestar. Ensuite, cette partie est sans doute l'une de celles qui aura eu le plus d'impact dans l'univers de JoJo. En effet, elle amène des concepts forts comme la rotation, le cadavre sacré ou les pommes du diable, en plus d'en renforcer certains déjà connus comme les stands évolutifs ou les dimensions. Mais surtout, cette partie démarre une toute nouvelle timeline de JoJo, en créant un tout nouvel univers avec des lois et des personnages qui, bien qu'à première vue assez ressemblants, sont tout de même
même globalement différent de la première timeline. Et enfin, le combat final de cette fin est tout simplement incroyable. On a même eu le droit à 4 combats pour le prix d'un, qui sont tous très stylés, avec des capacités trop cool, des bastons de stand, des stratégies complexes et de l'émotion. Bref, des combats juste parfaits. Donc cette fin est tout simplement extraordinaire, avec de réelles questions morales, de la baston, de l'émotion et de l'enjeu, qui en font pour moi la meilleure fin de toute JoJo's Bizarre Adventure. Enfin, intéressons-nous à la fin de Jojo Lion. Celle-ci commence quand nos protagonistes, soit Josuke, Yasuo et Mamezuku, se mettent à chercher le docteur Aefuku, médecin en chef de l'hôpital de Morio, mais surtout suspecté d'être un homme rocher et le cerveau autour du business du Rokakaka. Ainsi, ils vont se mettre à sa recherche et le suivre. Cela dit, depuis qu'ils se sont lancés à sa poursuite, nos personnages sont touchés par une sorte de malchance et ont des sortes de visions de stand qui apparaissent dans leur dos. Évidemment, ces phénomènes étranges sont causés par Wonder of You et reflètent ses calamités. Sauf que, à force de poursuivre le médecin, nos personnages se retrouvent de plus en plus mal en point, jusqu'à subir des sévices tels qu'ils se retrouvent à arrêter leur poursuite, avec Mamezuku en prison, Josuke à l'hôpital et Yasuo en date. Mais grâce à sa venue à l'hôpital, Josuke est désormais plus proche que jamais du médecin en chef. Et sa chance ne s'arrête pas là, car dans sa chambre d'hôpital, il rencontre sa mère. Bon, je sais que ce n'est pas vraiment sa mère et tout, mais pour faire plus simple, on va dire ça. Donc, il rencontre sa mère, qui va déjà l'amener là où se trouve tout le stock de Rokakaka, mais surtout apporter pas mal d'éléments qui permettront à Josuke et à nous, lecteurs, de mieux comprendre le pouvoir de Wonder of You, dont en particulier le fait qu'il ne faille pas le suivre au risque d'activer son pouvoir, qui sera une information capitale pour la suite. Cela dit, pendant que Josuke est plus prêt que jamais à démonter Wonder of You, celui-ci s'en donne à cœur joie et envoie des calamités toujours plus violentes un peu partout à Morio, notamment en butant Jobin sans prévenir avec une violence incroyable ou en tuant quelques civils gratuitement. Enfin bon, malgré ça, Mamezuku a réussi à s'échapper de prison d'une manière... bon, ici on juge sur les résultats et pas sur les moyens. Et là les résultats sont plutôt probants, étant donné qu'il a réussi à rejoindre Josuke et qu'il est lui aussi prêt à combattre son ennemi. Et le plan de Josuke semble bien marcher, étant donné que Wonder of You se montre lui aussi déterminé à tuer ses deux adversaires. Et dans cette optique, celui-ci va amener des insectes rochers, qui en plus d'être dangereux de base, vont pouvoir être appuyés par les calamités, plus susceptibles de toucher des cibles en mouvement et en train de se battre. Ainsi, après un long et complexe combat, Mamezuku réussit à tuer l'insecte rocher, et surtout à s'approcher de Wonder of You, au point de n'être à plus que quelques centimètres du visage de celui-ci. Mais malheureusement, la force des calamités semble être tout simplement sans limite, et va finalement venir à bout de Mamezuku quelques secondes avant qu'il n'élimine Wonder of You. Cela dit, juste avant de succomber, Mamezuku nous dévoile le réel fonctionnement de Soft and Wet, mais surtout sa capacité cachée Go Beyond, qui lui permet de créer des bulles de savon ayant une épaisseur nulle, étant donc externe à notre réalité, tout en pouvant tout de même y accéder. Dit plus simplement, Josuke peut créer des bulles de savon invisibles qui peuvent tout traverser et qui ne sont pas soumis à la logique, qui peuvent donc attaquer Wonder of You sans le moindre risque de représailles. Et quand on lit une scène aussi émouvante, il faut avouer que ça fait toujours plaisir de voir à la page suivante Joshu, le gros con, qui ne fait que de la merde et se fait éclater en boucle par les calamités. Enfin, grâce au sacrifice de sa sœur, Josuke réussit à atteindre Wonder of You et à établir une stratégie avec Yasuo pour éliminer directement Toru. En effet, Paisley Park est capable, grâce à sa dimension virtuelle, de faire sortir les bulles irréelles de Go Beyond de son téléphone, pouvant ainsi en contrôler la trajectoire. Donc, grâce à cela, ils réussissent à mettre Toru dans une très mauvaise posture, mais pas encore à le tuer. Et pour s'occuper de ça, on peut compter sur Kato, la mère des Higashikata, qui va faire d'une pierre deux coups en transférant la maladie de Tsurugi vers Toru, le tuant et retirant au passage la malédiction des Higashikata, qui les suivait depuis des décennies, ayant même tué Johnny Joestar. Donc, la cohérence de cette fin me paraît en vrai totalement ok, car même si Wonder of You est un peu dur à comprendre, ses capacités sont totalement respectées. Par contre, on peut se pencher sur le fait que le stand de Josuke est étrangement éveillé une capacité parfaitement taillée pour combattre son ennemi. Et si pour Star Platinum ou GER on a pu trouver des explications, ici je n'en ai absolument pas trouvé. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc en prenant ça en compte, la cohérence de cette fin devient un peu bancale. Ensuite, au niveau de la symbolique, on a le Rokakaka qui est
un fruit avec lequel beaucoup de personnages ont tenté de devenir des dieux, avant de tous, même Toru, mourir de cette arrogance. Ensuite, JoJo Lion apporte franchement pas mal de choses dans l'univers. Déjà, on a tous les concepts nouveaux, comme les êtres rochers, les calamités ou le Rokakaka, mais aussi pas mal de concepts de la partie 7 qui sont étoffés, comme la rotation ou les paumes du diable qui deviennent ici les murs qui voient. Et surtout, on a toutes les informations qui entourent les Joestars du deuxième univers, avec la mort de Johnny qui nous est expliquée, et l'identité de sa descendance, avec le flashback de Joseph et la présence de Holly, Kira et Kei Nijimura dans toute la partie. Enfin, le combat final de cette partie est sur le papier très bon, avec un peu à l'instar de Diamond is Unbreakable, des combats de stand et une très bonne stratégie assez complexe. Mais le véritable problème de ce combat, c'est Toru. En effet, ses intentions et motivations sonnent un peu vides, on ne sait presque rien sur lui et son développement est anecdotique, à peine un petit flashback qui ne lui est même pas dédié. Donc bon, tout ça retire pas mal d'implications et rend le combat moins prenant. Mais pour conclure, à part ça, la fin est quand même assez bonne. Donc c'est une fin solide, mais clairement pas la meilleure de la vidéo. Voilà pour cette vidéo sur les fins de JoJo. Alors je vous mets les moyennes de toutes les fins de la meilleure à la moins bonne, et en vrai pour une fois ce n'est pas si surprenant, car ces fins, quoi qu'on en dise, sont toutes très bien écrites, et n'ont je pense juste pas toutes vocation à être aussi grandioses les unes que les autres. Donc comme vous avez pu le constater, cette vidéo est bien plus longue et je l'espère plus intéressante que celle de d'habitude. Donc j'aimerais avoir vos avis par rapport à ça, si vous préférez ce genre de vidéo ou plutôt les autres. En tout cas par la suite je ne ferai pas que des vidéos aussi longues, mais ce serait juste pour savoir si ça vous intéresserait que j'en refasse d'autres dans le même style. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.